Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un mur dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution du RGAA. Alors souvenez-vous, il y a déjà quelques temps, je vous ai parlé dans un épisode d'une petite introduction à l'accessibilité numérique. Le RGAA, donc c'est le référentiel général pour l'amélioration de l'accessibilité, qui est dans sa version 4.2 je crois, va subir quelques petites évolutions en 2025. Alors, on va faire le tour de ces évolutions, de ce que ça apporte, et je vais vous donner mon avis, qui ne tient qu'à moi, sur ces évolutions. Alors déjà, il y a une première évolution, c'est l'augmentation du périmètre de contrôle, en fait, j'ai envie de dire, et j'entends par là le nombre d'entreprises qui vont être visées par cette règle d'accessibilité, en tout cas d'être conformes au RGAA. Alors, il faut savoir que jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'au 28 juin 2025, les entreprises privées, parce que c'est surtout ça qui change, qui étaient soumises à l'accessibilité, c'était seulement les entreprises qui dépassaient 250 millions de chiffre d'affaires par an. Donc on parle bien de chiffre d'affaires, pas de bénéfices, on est d'accord. Plus tard, je vous ferai un petit récap pour dire la différence entre les deux. Vous allez voir, c'est assez important pour un plan dans la suite. Alors, jusqu'à maintenant, donc 250 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, à partir du 28 juin, toutes les entreprises qui dépassent 2 millions de chiffre d'affaires annuel et qui ont plus de 10 salariés seront soumis à l'accessibilité de leurs services numériques. Donc ça, c'est très bien. Alors, je veux dire, c'est très bien pour deux choses. Parce qu'on parle d'accessibilité numérique aussi bien pour les sites externes, donc par exemple Amazon.fr, imaginons, mais aussi pour les intranets, pour tous les logiciels utilisés en interne dans l'entreprise. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a énormément de logiciels internes qui ne sont pas du tout accessibles à un public déficient visuel ou tout autre handicap qui a besoin d'accessibilité. Et en fait, ça nous prive d'accès à certains métiers, tout simplement parce que c'est pas accessible. Je vais prendre par exemple le métier de comptable. Aujourd'hui, comptable, ça reste un métier qui est quand même assez normalement accessible. On a des outils de reconnaissance optique de caractère assez performants pour scanner les documents qu'on a besoin de scanner. Mais souvent, les logiciels de comptabilité, c'est des trucs qui sont un peu vieux, ça tourne depuis très très longtemps, et c'est pas accessible. Voilà, clairement, on est sur ça. Donc, aujourd'hui, ce qui est bien avec ce périmètre qui s'agrandit, c'est vraiment qu'il y a plus d'acteurs qui vont être impactés. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ok, après, ce qu'il y a de nouveau aussi, ça se fait en 5 points, donc là on est sur le troisième, c'est l'augmentation des sanctions financières en cas de manquement. Donc ça, c'est un bon point, parce que souvent, surtout à l'époque, en fait, il faut se dire qu'en cas de manquement, les grosses entreprises, donc qui faisaient plus de 250 millions de chiffre d'affaires, ils n'avaient que 20 000 euros d'amende. 20 000 euros comparé à 250 millions. Donc on est vraiment sur quelque chose qui était, je trouve, c'est une miette de pain. C'est comme si je vous dis, tiens, tu mets pas ton ticket de parking, t'as 2 euros d'amende. Ouais, ça coûte moins cher que de rendre accessible son site. Ça coûte moins cher que d'embaucher un expert accessibilité. Donc forcément, dans le calcul, on se dit, c'est bon, les personnes handies, elles vont pas nous faire chier. C'est pas accessible. De toute façon, est-ce que Renault.fr, il doit réellement être accessible ? En vrai, si on parle que des aveugles, non. Parce que si on parle que de ça, un aveugle, ça conduit pas de voiture. Enfin, en tout cas, pas sur la route ouverte. Par contre, une personne en situation de handicap moteur, qui doit acheter sa voiture, et qui veut consulter les modèles qui existent sur le site de Renault, par exemple, bien sûr que ça doit être accessible, parce que lui aussi utilise des outils d'accessibilité. Clairement, ça peut être utile pour lui de le faire. Alors après, généralement, on pourrait me dire, oui, mais regarde, s'il peut conduire, il peut utiliser une souris. Oui, on est d'accord. Mais n'empêche que des fois, il y a potentiellement des besoins autres que juste de devoir utiliser sa souris. Donc ça, c'est plutôt bien parce que maintenant, les manquements par service, ça peut aller jusqu'à 50 000 euros d'amende. Donc déjà, ça, c'est plutôt bien. Et en cas de non-déclaration d'accessibilité ou de non-déclaration du schéma pluriannuel de mise en accessibilité, ça peut être 25 000 euros d'amende en plus. Et l'amende de 50 000 euros, elle peut être encourue tous les 6 mois
si le service n'est pas rendu accessible. Donc ça veut dire que, par contre, une fois que c'est consulté, donc c'est-à-dire, je sors quelque chose le 25 juin, donc 3 jours avant la mise en application de la loi. Ça veut dire que j'ai jusqu'en 2030 pour rendre mon outil accessible. Par contre, si je sors, ça veut dire que jusqu'en 2030, donc il faut que j'affiche le fait que je ne sois pas accessible et mon schéma pluriannuel de mise en accessibilité. Donc ça, c'est les 2 points que je dois faire avant le 28 juin. Par contre, après, quand ça sort, ça veut dire que ça doit être accessible. Donc imaginons, je me fais contrôler le 1er juillet, mon outil est sorti le 30 juin. Donc si c'est marqué non conforme, je peux encourir une amende. Alors après, souvent, on va nous mettre un petit délai pour être mis en conformité. Ça peut arriver, mais ça va être que quelques mois ou quelques semaines. Ensuite, si on se fait recontrôler non accessible, on peut encourir jusqu'à 50 000 € par service. Alors, autant ou des grosses entreprises qui font des milliards de chiffres d'affaires, et croyez-moi, j'ai regardé en France, des entreprises qui font des milliards de chiffres d'affaires, il y en a quand même quelques centaines. Peut-être 200, allez, on va dire à peu près ça. Mais après, des entreprises qui sont encore au-dessus de 250 millions de chiffres d'affaires, il y en a environ 600 en France qui font ça. Donc elles encore, 50 000 €, ça pique un peu le portefeuille, mais c'est pas non plus si énorme que ça. Et donc du coup, la difficulté, moi, que je vois dans ces 50 000 €, c'est parce qu'on ouvre jusqu'aux petites entreprises qui font seulement 2 millions de chiffres d'affaires. Alors, 2 millions de chiffres d'affaires, pour une entreprise qui a 10 salariés, allez, un salarié, on va dire, sur une moyenne de 40 000 € net par salarié, ça va coûter, par an bien sûr, ça coûte à l'entreprise environ, entre 50 et 60 000 €. Donc 10 salariés, ça veut dire que ça leur coûte environ 600 000 € à l'année, entre les charges, tout ça, et 600 000, 700 000 €. Ça veut dire qu'il reste 1,3 million sur le chiffre d'affaires en termes de bénéfices. Sauf que à ça, on va retirer les impôts sur la société. Allez, on va retirer un bon 25% des 2 millions, donc tu retires 500 000, donc il reste déjà plus que 900 000 €. Ok, 900 000 €, déjà on voit bien que une entreprise qui fait 2 millions de chiffre d'affaires avec 10 salariés, potentiellement, il reste 900 000 €. Derrière, le patron de la boîte, qui est certainement un travailleur non salarié ou un assimilé salarié, il faut bien aussi qu'il mange, il faut bien qu'il se paye. Faut savoir que, par exemple, en SaaS, imaginons, si je veux me sortir, donc ça c'est un statut juridique de société, si en tant que dirigeant assimilé salarié, je veux me sortir 1 200 € net de salaire, ça me coûte 2 040 € actuellement. Donc, sur ces 2 040 €, plus les charges, donc en vrai ça me coûte 3 600 € à peu près, vous voyez bien que, et ça c'est par mois, vous voyez bien que ça peut vite coûter un bon 50 000, 70 000 € dans l'année. Donc sur les 900 000 déjà, hop là, il reste 800 000. Les 800 000 €, si c'est une boîte où il y a des ordinateurs, il faut renouveler le matériel régulièrement, il peut y avoir des pannes, il peut y avoir des soucis, il peut y avoir pas mal de choses, les assurances, les mutuelles, les tickets resto, tout ça en fait au final on va se rendre compte qu'en termes de bénéfices, peut-être qu'il y aura 500 000 € de bénéfices. Imaginons j'ai mon application qui n'est pas accessible. Et bien je me prends une première amende, 50 000 €. Ok, plus que 450 000. Allez, j'ai oublié de mettre ma déclaration d'accessibilité et mon schéma pluriannuel, c'est 50 000 €. Et hop, il reste plus de 400 000. Et dans les 6 mois, malheureusement, j'ai mon développeur accessibilité qui a été en arrêt maladie pendant 6 mois. Et bien bim, je me reprends 50 000 €. Et en fait, ça va très vite sur des entreprises de petite taille, donc 10 salariés, ça reste petit, avec un chiffre d'affaires de 2 millions. Eh bien, j'espère que les amendes pour ces entreprises ne seront pas aussi fortes, parce que ça peut très vite faire très très mal à la trésorerie. Et moi, je sais que dans ma tête, je me dis que une amende devrait être indexée sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est-à-dire que une grosse entreprise qui a les moyens, de rendre accessible, et c'est juste souvent, non, on va éviter de dépenser, on a très peu d'andis qui vont avoir accès à ça, du coup, elles peuvent être taxées sur leur chiffre d'affaires. En fait, je fais référence aussi, par exemple, au refus d'accès des chiens guides dans les endroits qui reçoivent du public. C'est une amende qui peut aller techniquement jusqu'à 450 €. 450 €, si je me fais refuser. Alors en moyenne, c'est 150 € jusqu'à 450. Ok, ouais, je me fais refuser, il y a un vrai impact. Si je dépose pas plainte, du coup, l'entreprise risque que 450 € maximum. Si je dépose plainte, que je vais au tribunal, que je fais faire tout ça, c'est quelque chose de très très long. Ouais, ça peut être intéressant, mais l'entreprise, au final,
elle s'en fout, c'était il y a 6 ans ce qui s'est passé. Et 450 euros, entre un coiffeur qui me refuse ou McDo qui me refuse, bah, vous convenez que c'est pas la même chose. McDo, 450 euros de chiffre d'affaires, bah, ça coûte pas grand-chose. Même si c'est 450 euros sur les bénéfices, ça va pas leur coûter grand-chose réellement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un point à avoir en tête, c'est ce coût en plus. Donc voilà, c'est l'argent. L'État aussi cherche un moyen de se financer un peu plus, et je pense que ça, pour les entreprises, c'est important. Ok, et ensuite, ce qui se passe en plus dans les points 4 et 5, c'est que on va avoir des parties de l'État qui vont être concernées en fonction de quel acteur est soumis à l'accessibilité. Donc de ce que j'ai compris, pour les entreprises privées, majoritairement, ça serait la DGCCRF, donc la Direction Générale de tout ce qui est répression des fraudes, de la concurrence et tout ça. Donc eux vont s'occuper quasiment de toutes les entreprises privées. Après, on va avoir des spécificités. Par exemple, si vous êtes une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est communication, je crois que c'est l'ARCOM. Si vous êtes un acteur bancaire, ça sera la Banque de France. Parce que chacun a des spécificités, a des compétences. Et ça, je trouve ça plutôt bien que, au niveau du secteur d'activité, ça change en fonction de son secteur. Et que du coup, on ait des acteurs en face qui sont capables, du coup, de nous répondre sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre en place. Parce que typiquement, l'accessibilité pour le secteur bancaire, ça s'étend aussi aux terminaux de paiement. Ça s'étend aux interfaces de paiement en ligne. Donc ça, clairement, demain, imaginons, si mon compte professionnel est au Crédit Mutuel. Okay, le Crédit Mutuel me permet d'intégrer dans mon site internet de vente en ligne un système de paiement fourni par le Crédit Mutuel. Ben, ce système de paiement, ce formulaire de paiement où je mets mon numéro de carte, il doit être accessible. Il doit être utilisable par tous. Et enfin, pour finir, et ça c'est, je trouve, un point très intéressant, alors il y avait déjà sur le site du RGAA, quand on y allait, toute la page des critères et des tests qui sont mis à disposition des personnes qui mettent en place l'accessibilité dans leur service. Et maintenant, en fait, ils vont avoir mis en place un système d'audit où, en fait, de ce que j'ai cru comprendre, on balance le lien de son site et c'est quasiment automatisé. Alors, il y a toujours des choses, typiquement les descriptions d'images. Pour moi, ça, même si les IA aujourd'hui sont capables de décrire de plus en plus fidèlement les images, il y a toujours des erreurs. Et savoir définir quelle est l'information importante d'une image, l'être humain sera toujours, je pense, meilleur, en tout cas pour l'instant. Donc il y a des choses, ça peut donner des indices sur notre capacité à savoir si son site est accessible ou non, mais attention à comment vous utilisez les choses. Pour moi, ça c'est important de faire très très attention aux ces outils automatisés, parce que du coup, ça ne va jamais valoir un vrai audit d'une vraie personne, voilà, qui va vraiment vérifier tout. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc en tout cas, il y a quand même des choses plutôt bien en ce début 2025 sur l'accessibilité des sites, enfin de tout ce qui est numérique, des applications, des sites internet. Ça, c'est quand même très très chouette, je trouve. Donc j'espère que ça sera respecté. J'espère qu'on ne va pas encore une énième fois repousser les délais. Parce que moi, j'ai envie de dire que 2030, c'est un petit peu loin. Je pense que depuis le temps qu'on parle d'accessibilité, et j'arrive doucement vers ma conclusion, depuis le temps qu'on en parle, je pense que quand même les acteurs auraient pu faire largement le nécessaire. Et je parle même pas d'effort, c'est normal, c'est la loi. Et j'en discutais l'autre jour dans la salle d'attente de mon médecin, avec des personnes, on parlait du chien guide. Et en fait, parce qu'on parlait du refus du chien guide. Et moi, comment dire, mon avis maintenant sur le chien guide, c'est que depuis que je suis entrepreneur, depuis que j'ai mon entreprise, je me dis, bah oui, mais en fait, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai regardé les obligations que j'avais légalement vis-à-vis de mon entreprise. Et en fait, l'accès aux personnes, quand on a un établissement qui reçoit du public, eh bien, l'accès aux personnes en situation de handicap, c'est une des obligations. Donc, quand on a une personne qui est accompagnée d'un chien guide ou d'un chien d'assistance, il est obligé de pouvoir rentrer. C'est une obligation. Voilà, c'est la loi, c'est comme ça. Et quand on me dit « Ah oui, mais j'étais pas au courant », je fais « Attends, Coco, t'es chef d'entreprise,
tu dois connaître les obligations de ton entreprise. Tu dois savoir ce que tu dois faire. Tu dois savoir ce que tu dois respecter comme loi. Et ça, c'est important. Ça serait comme la personne qui dit « Oh, mais je comprends pas, je savais pas qu'il fallait que je paye des impôts sur ma société. » Ben non, mais sans déconner. C'est quand même marqué dans les réglementations, société, expert comptable. Et hop, quoi. Il te faut un comptable. Donc, tu as des impôts, tu as tout ça. Et c'est normal. Et au bout d'un moment, c'est à chacun de se renseigner quand on doit accueillir du public. J'ai le droit de faire quoi ? Est-ce que j'ai le droit de refuser quelqu'un parce que j'aime pas sa tronche ? Bah en vrai, non. Ça s'appelle de la discrimination. Est-ce que j'ai le droit de refuser quelqu'un parce qu'il a un fauteuil roulant ? Bah non. En fait, quand je suis un établissement qui reçoit du public, je dois faire les choses pour que je puisse recevoir tout le monde. Et c'est pareil pour l'accessibilité numérique. Au final, la loi, elle existe depuis 2009. Pour les services publics, depuis 2009, ils ont une obligation d'accessibilité. On se rend compte que 16 ans plus tard, c'est toujours pas le cas pour la majorité des services publics. Je vous invite à aller voir la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Ils ont fait un petit audit des sites qui sont obligés d'être accessibles en France, avec juste en regardant les 3 règles, donc le schéma pluriannuel, la déclaration d'accessibilité, et je ne me souviens plus du dernier point. En tout cas, il y avait 3 points où ils ont regardé. Et il y a quasiment pas de sites qui respectent ça. Rien que ces 3 points, en plus c'est juste de la déclaration. C'est pas je mets en accessibilité, c'est juste dire bah, mon site est partiellement conforme, non conforme ou conforme au RGAA. Le schéma pluriannuel de mise en accessibilité, s'il y a besoin. Et j'ai oublié le dernier point encore. Mais en tout cas, c'est juste de la déclaration. Voilà, bah ça, rien que ça, c'est pas fait. Alors que c'est depuis 2009. Voilà. Et ça, c'est important de le noter. Voilà. Donc clairement, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'aller taper dans le portefeuille des entreprises, ça serait bien aussi de taper dans le portefeuille, je pense, des directeurs de services publics. Si c'est leur portefeuille qui est tapé, qui est directement impacté, croyez-moi, ils vont faire en sorte que leur service soit accessible. Ça, j'en suis quasiment persuadé. Dès qu'on touche au pognon, il y a de l'action. Ça, c'est un beau slogan, ça. Et donc, du coup, voilà, je vais finir sur ça, sur ce magnifique slogan. Quand on touche au pognon, il y a de l'action. Eh bien, effectivement. Donc, j'espère que sur cette fin, que l'épisode vous aura plu, qui vous aura permis d'apprendre les nouveautés du RGAA. N'oubliez pas que la loi de février 2005 sur l'accessibilité, l'égalité des chances, tout ça, date de 2005, il y a 20 ans. Donc pareil, je pense qu'il y a certains de mes auditeurs qui n'étaient pas nés et que clairement, il n'y a pas eu grand-chose de fait réellement. Il y a eu beaucoup de mauvaise foi. Et donc en tout cas, voilà. J'espère que l'épisode vous a plu. Pensez comme d'habitude vous partager, vous liker, vous commenter. Maintenant, je suis dispo sur YouTube depuis peu de temps. J'ai réussi à créer ma chaîne et à importer mon podcast, donc ça, je suis très très content d'avoir fait. Donc pensez à mettre des petits likes, partager comme d'habitude, et 5 étoiles, tout ça. Comme d'habitude, si vous voulez participer à l'émission, apporter un témoignage, me poser des questions, vous connaissez l'adresse nicolas@amirodanslaville.fr et j'essaierai de répondre au mieux à vos questions. Pareil, si vous n'arrivez pas à commenter, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit mail sur l'adresse et j'y répondrai aussi, ça me fera très très plaisir. Et enfin, moi je vous dis à la prochaine dans Un Miro dans la ville.